Bienvenue sur Skyrock, PLM, la radio pour les militaires et pour tous. Aujourd'hui, nous avons l'immense honneur de recevoir un amiral au parcours, on peut le dire, extraordinaire, jugé par vous-même. Après sa formation à l'école navale, il enchaîne des commandements exigeants puisqu'il sera le commandant de 3 sous-marins nucléaires, chef de cabinet du chef d'état-major des armées. Il va y être confié d'ailleurs le cœur des opérations des armées avant de devenir chef d'état-major de la marine nationale. Certains amiraux terminent leur brillante carrière à ce poste, lourd de responsabilités, mais lui, il ouvre un nouveau chapitre de sa vie en étant choisi, puis nommé chef de l'état-major particulier du président de la République, poste qu'il va tenir, écoutez bien, de 2016 à 2020 sous les ordres directs de 2 chefs d'État. Il vient justement de sortir un livre que j'ai entre les mains. Les images sur la chaîne YouTube de Skyrock PLM, Un marin à l'Elysée, livre passionnant, évidemment, on va en parler, on va décanter tout ça. Véritable mémoire, il y raconte comment le jeune garçon né à Brest, marqué par un environnement proche de la mer, a trouvé sa voie dans la marine. Il y aborde un parcours particulièrement riche avec un bon nombre d'anecdotes qu'on va évoquer pendant cette interview, depuis sa préparation au concours du lycée naval qui sera d'ailleurs sa porte d'entrée à l'école navale jusqu'à son départ de l'état-major particulier du président Emmanuel Macron. Amiral Bernard Rogel, bienvenue de la part de toute l'équipe de Skyrock PLM. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et merci particulièrement parce que votre voix a compté pour la création de Skyrock PLM, donc ça nous tenait vraiment à cœur de vous inviter et de vous avoir avec nous aujourd'hui. Bonjour et merci de m'avoir invité dans cette magnifique radio. Donc vous avez beaucoup compté à l'origine de Skyrock PLM. J'ai eu un rôle modeste, mais je me souviens de cet entretien avec Pierre Bélanger, qui est ici présent, le président. Ce projet et qui m'avait enthousiassmé parce que à la fois c'était le lien armée-nation qui nous est très cher et puis en même temps c'est le côté jeune de nos armées. Vous savez que les armées ont des moyennes d'âge très jeunes. Très jeunes, bien sûr. Et donc ce projet correspondait finalement à ma vision que j'avais de nos armées. Donc je suis ravi qu'il ait prospéré. On est toujours aussi fiers d'accompagner les forces armées chaque jour, donc merci infiniment pour ça. Alors je l'ai dit en introduction, vous abordez dans ce livre autant des aspects de votre vie que de votre carrière, et j'ai envie de débuter justement par le commencement, votre enfance. Quelle a été votre enfance à Brest et comment elle a justement influencé votre décision de rejoindre par la suite la marine nationale? Alors c'est être brestois, c'est être proche de la mer. De la mer. J'avais coutume de dire que j'ai été élevé les pieds dans le goémon. C'est un petit peu exagéré, mais en tout cas avec une proximité de la mer qui était importante. Moi, je vivais dans un milieu modeste, dans un quartier modeste qui avait beaucoup de force, de force morale, et dans lequel la solidarité entre les gens comptait beaucoup. Ce que j'ai traduit ensuite dans les armées par le terme de servir la communauté, et puis une proximité de tous les instants avec l'arsenal de Brest qui était à 2 pas, et donc dans le quartier où je vivais, il y avait beaucoup de marins, beaucoup d'officiers mariniers, beaucoup de gens de l'arsenal, et puis comme je le raconte dans le livre, j'allais souvent... mon QG, mon quartier général à l'époque, c'était une petite plage pas loin de chez moi qui s'appelle la plage de Sainte-Anne-du-Porzic, sur laquelle je voyais passer tous les bâtiments de la flotte qui partaient et qui revenaient. Et ça m'intriguait beaucoup. Ça disait votre curiosité, forcément. Oui, parce que, si vous voulez, il faut bien revenir quelques années en arrière. Ouais. Aujourd'hui, c'est assez naturel, quand vous voulez aller à l'autre bout du monde, de prendre l'avion et puis de traverser les océans assez facilement. Ouais. À mon époque, c'était pas le cas. Pour faire des découvertes, pour voyager, il fallait prendre la mer. Ça même. Et puis, c'était donc la mer, c'était à la fois de la découverte, la promesse de découverte et du rêve. Et c'est en fait ça qui m'a attiré dans la marine. Je disais d'ailleurs au regretté général Georges Nage, je lui disais souvent, ce qui parfois le choquait un petit peu, je lui disais, mais moi j'ai choisi d'être marin avant d'être militaire. En réalité, c'est pas tout à fait vrai. J'ai choisi d'être militaire pour servir et d'être marin parce que c'était la découverte et le rêve. Alors il y a cette phrase que vous dites très jeune, vous annoncez à votre famille, j'irai à Tahiti et je serai amiral. Oui, ça c'est un fantasme de jeunesse qui les a beaucoup surpris. Vous avez 10 ans quand vous dites ça? Oui, j'étais très très jeune. Ouais. C'était, mais vous savez, c'est l'époque où on s'autorise tous les rêves, etc. Et ça les avait un peu perturbé, parce que moi je ne viens pas du tout d'une famille d'officiers. Le plus gradé, je crois, dans ma famille était premier maître. Donc vous voyez, c'était pas naturel d'expliquer qu'on voyait être amiral. Mais moi je trouvais les tenues d'officiers de marine très belles. Vous voyez, à 12 ans, ça compte. On a quelques fantasmes, encore une fois. Mais surtout, je disais je serai amiral.
et j'irai à Tahiti, parce que Tahiti, comme je vous l'ai expliqué, c'était pour moi le summum de l'éloignement et aux antipodes et de la découverte. Donc j'avais annoncé ça à mes parents qui avaient été assez stupéfaits, mais ma grand-mère qui était quelqu'un qui vivait avec nous et qui était quelqu'un d'essentiel dans ma jeunesse pour moi, arrêter la conversation en disant on a toujours le droit de rêver. donc ce rêve finalement est devenu un peu réalité. Et ça reste en tête quand on est un jeune garçon de 10 ans et qu'on dit ceci, j'irai à Tahiti, je serai amiral, et qu'on a cette réplique en face de la grand-mère, c'est forcément, ça compte énormément. Ça compte, mais en même temps, si vous voulez, encore une fois, c'était un rêve. Quand je suis rentré à l'école navale, je m'imaginais pas du tout avoir la carrière que j'ai eue, et qui est une carrière qui s'est construite en marchant. Oui. Donc ça fait partie du rêve, mais je crois que ce qui est important, c'est surtout aujourd'hui, c'est qu'on retrouve ce rêve. Notre société a tendance un peu à se regarder le nombril, pardonnez-moi l'expression, il faut savoir lever les yeux, regarder l'horizon et se créer du rêve, et quand on a du rêve, on a de la volonté. Et c'est essentiel. Et c'est essentiel en particulier dans une carrière militaire. Cette volonté, c'est la qualité essentielle. Un conseil précieux là, pour la nouvelle génération qui nous écoute. Alors, avant de rentrer officiellement dans la marine, vous êtes passé par un concours. Vous avez jugé assez difficile, qui vous permet d'intégrer le lycée naval. C'est déjà un moment fort pour vous. Vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, c'est un moment fort parce que c'était la première marche. Ouais. C'était aussi un moment fort parce qu'on était à une époque où il n'était pas facile d'aller faire des études en dehors de sa ville, sauf qu'on était dans les milieux aisés, mais ce qui n'était pas mon cas. Ouais. Et le lycée naval, c'était la promesse d'avoir une bourse, donc d'être boursier pour pouvoir continuer des études supérieures. Et je le dis dans mon livre, je suis reconnaissant à la marine. C'est elle qui m'a donné ce coup de pouce en m'accordant cette bourse au lycée naval. Et il faut parfois dans la vie avoir des coups de pouce également. Donc moi je garde une reconnaissance éternelle à la marine. J'ai fait tout ce que j'ai pu en tant que chef d'état-major de la marine plus tard pour réussir à redonner ces coups de pouce. On a une école formidable dans la marine qui s'appelle l'école des Mousses, où les jeunes qui veulent quitter le système scolaire pour une raison ou une autre en troisième peuvent s'engager directement dans la marine. Et cette école où finalement les gens rentrent très jeunes, mais on a des gens qui finissent également amiral. Donc vous voyez, cet escalier social, et c'est vrai dans toutes les armées, il est essentiel. Ouais. Il est essentiel, encore une fois, parce que c'est du rêve, parce que c'est la marche en avant qui permet de s'améliorer au service de notre pays, mais à son service propre également. Donc, alors pour la petite anecdote, on parlait auparavant d'ascenseur social et j'avais changé ça immédiatement en disant parlez plutôt d'escalier, parce que chaque marche se grimpe avec sa sueur et sa volonté. Donc, l'escalier social qui vous mène donc vers la marine. Est-ce qu'on y découvre le mal de mer ? Ça, c'est important d'en parler quand même. Moi, je ne l'ai pas découvert parce que, comme je vous l'ai expliqué, j'avais une enfance maritime. Donc tout près de la mer, donc, et ça aide. J'étais pas terrifié par le mal de mer. Celui qui vous dira qu'il n'a jamais eu le mal de mer ne vous dira probablement pas tout à fait la vérité. Je pense que le mal de mer s'exerce sur... la mer n'est pas un milieu naturel pour un terrien. Donc on est sur des éléments qui bougent, qui peuvent bouger violemment. Donc tout le monde est sujet au mal de mer, mais de manière plus ou moins forte. C'est-à-dire, le mal de mer, il peut se traduire par une grosse fatigue, ce qui est en règle générale le cas général. Et puis, si ça atteint la sphère psychologique, ça peut se terminer en appréhension, importante. Ouais. Mais le mal de mer, d'abord, il est naturel, et ensuite, il se domine parfaitement. D'accord. Avec l'expérience, on en sent presque plus les affres. Est-ce que c'est vrai que vous êtes fait remarquer justement pour vos qualités en navigation ? Oui, alors c'était un peu facile pour moi parce que ce qu'on appelle les corvettes, c'est-à-dire les sorties d'apprentissage sur les bâtiments, se faisaient dans la région où je suis né et où j'avais navigué étant enfant. Donc je connaissais par cœur tous les cailloux, tous les phares, tous les clochers, tous les arbres qui servent de repères. Donc je ne peux pas appeler ça un don pour la navigation. C'était simplement la mise en application de tout ce que j'avais découvert dans ma jeunesse. Alors dans tous les cas, vous avez été parmi les rares élus à être breveté très rapidement, chef de quart de l'école navale. Vous participez au moment fort qui marque cette formation d'officier, de marin et d'ingénieur à l'école navale, comme la remise des sabres en présence du chef d'état-major des armées, le défilé, le fameux du 14 juillet à Paris, l'embarquement sur le navire école de l'époque, la Jeanne d'Arc et j'en passe. Et puis arrive le moment des choix des affectations. Vous ne vous laissez pas attirer par le grand large des îles lointaines, mais vous faites le choix d'être affecté sur l'escorteur rapide, le Normand, qui est stationné à Brest pour ses missions anti-sous-marines dans la perspective de rallier les forces sous-marines qui
qui est votre ambition à plus long terme. Vous y faites vos premières armes. Est-ce que c'était un moment qui était enrichissant, un moment qui était stressant? Parlez-nous un petit peu. C'est les deux, Ouais. en réalité, parce que c'est d'abord la sortie d'école. Ouais. Tant que vous êtes en école, vous avez toujours un mentor derrière vous, quelqu'un qui vous guide, qui peut rattraper vos erreurs. Là, lors de votre première affectation, et c'est vrai pour tous les militaires de toutes les armées, quand on sort d'école, c'est l'affrontement avec la vérité, c'est-à-dire votre vérité, le moment de vérité, ouais. Votre capacité à exercer votre métier, votre capacité à vous intégrer dans le groupe, parce que le groupe dans toutes les armées est essentiel, qu'on l'appelle un équipage dans la marine ou une section dans l'armée de terre, ce groupe il est essentiel. Donc c'est l'épreuve de vérité. Pour répondre à votre question, oui, au départ on doute, mais on doute en silence. C'est-à-dire que le doute qu'on a, c'est est-ce que je serai bien à la hauteur maintenant que je suis tout seul et que j'ai plus un mentor derrière moi pour me rattraper mon erreur. C'est votre responsabilité. Donc, ouais. Ça, c'est... Donc il y a un petit doute, une petite appréhension, ouais, qui est celle de savoir si on va réussir à faire correctement son métier. Quand on est affecté sur un escorteur dans l'escadre de l'Atlantique, à l'époque, c'est des situations tactiques complexes. Et déjà le premier contact avec l'adversaire du moment, qui était les navires du pacte de Varsovie. Et puis en même temps, c'est une immense fierté, parce que vous vous dites, ça y est, ouais. Ce que j'ai voulu faire, j'y suis, ouais, c'est maintenant, ouais, et ça vaut tout l'or du monde. Un sentiment incroyable, bien sûr. Tout l'or du monde. Est-ce que vous pouvez nous parler à présent de votre expérience en tant que commandant de sous-marin nucléaire que vous intégrez par la suite? Oui, alors j'ai eu la chance, après une carrière sous-marine, de commander à 34 ans mon premier sous-marin nucléaire d'attaque, qui était le Casabianca. À l'époque, j'avais déjà près de 15 000 heures de plongée. Donc 15 000 heures, oui. En une dizaine d'années, donc ce qui montre combien le rythme de navigation était intense. Donc je me sentais bien préparé à ces nouvelles fonctions. J'avais plutôt fait des sous-marins diesel classiques. Et là, on me donnait la chance d'être commandant d'un des premiers sous-marins nucléaires d'attaque français. Et je dois dire que ça a commencé très fort, puisque la première mission, comme je le raconte dans le livre, a été le pistage d'un sous-marin soviétique de type Victor à l'époque, ce qui est toujours une expérience opérationnelle enrichissante et captivante. Et puis ensuite, cette carrière sous-marine, cette carrière de commandant de sous-marin, s'est perpétrée, et j'ai commandé un deuxième sous-marin nucléaire d'attaque qui était le Saphir, avec lequel, je le raconte également dans le livre, on m'a confié une mission de surveillance d'un pays pas très loin de chez nous, la Libye. Ouais. Et puis ensuite, ça s'est terminé par le commandement d'un sous-marin nucléaire lanceur d'engins. Donc un peu plus tard, où là j'ai vécu encore quelques anecdotes intéressantes, comme les attentats du World Trade Center, mais vu du commandant du sous-marin nucléaire en patrouille. Ouais. Et tout ceci, c'est des anecdotes qui sont passionnantes, effectivement, qui sont dans le livre, hein. Un marin à l'Élysée, pour en savoir un peu plus, surtout sur la tâche très complexe que cela demande. Quel est le style de commandement au sein des sous-marins? Je pourrais le définir de commandement solidaire. Moi, j'aime beaucoup, parmi nos grands anciens, j'aime beaucoup le commandement à la Nelson. Alors, j'espère que je choquerai personne en faisant référence à un amiral anglais. Je pourrais en trouver d'autres, comme l'amiral Courbet, qui a été reconnu comme un grand chef également dans la marine française. Mais c'est le commandement de style bande de frères, vous voyez, Band of Brothers, pour reprendre le terme nelsonien. Ouais. Je crois que c'est ce qui m'a séduit dans les sous-marins. Si j'ai choisi de faire... Vous avez relevé un peu le paradoxe, puisque j'étais venu dans la marine pour découvrir le grand large et les îles lointaines, et finalement je me suis enfermé dans une caisse en acier qui va sous l'eau. Donc il y a là un certain paradoxe, mais ce qui m'a séduit dans les sous-marins, d'abord, c'est la cohésion de l'équipage. C'est un milieu qu'on retrouve dans d'autres armées. Le meilleur compliment que me faisait le général Georgelin quand j'étais son chef de cabinet, c'était de comparer l'équipage d'un sous-marin à une section d'infanterie, en disant c'est le même état d'esprit. Sens de la camaraderie.
c'est plus que de la camaraderie. C'est de la confiance. C'est de la confiance et du respect. Ouais. C'est des équipages, les équipages de sous-marins qui sont extrêmement soudés. Et je le vois encore aujourd'hui quand je rencontre des gens avec qui j'ai l'honneur de naviguer ou de commander. C'est cette solidarité et cet esprit d'équipage, comme on l'appelle, il est toujours très présent. Donc ça, c'est le... Et puis alors, c'était à l'époque où je suis rentré dans les sous-marins, pour vous montrer comme il n'y avait pas besoin de montrer ses galons, en fait, on ne les portait pas à bord. On était tous habillés en jean et en t-shirt. Et donc, l'autorité se fondait non pas sur le nombre de galons, mais se fondait sur la compétence reconnue. Et ça, c'est essentiel également. Donc, c'est un commandement souple, rigoureux, parce qu'on navigue quand même dans des circonstances dangereuses, donc il faut être. Donc la solidarité n'exclut pas la rigueur, mais en tout cas, c'est vraiment moi ce qui m'a séduit, c'est ce côté solidarité, respect. Je le dis d'ailleurs, je crois, on vit sur les sous-marins, on vit les uns sur les autres, pour les autres et par les autres. Et c'est vrai. La moindre erreur de n'importe qui à bord d'un sous-marin peut vous envoyer tous au fond. Donc ça crée un climat de solidarité, mais ça crée un climat de confiance mutuelle qui est essentiel. Donc c'est un commandement bienveillant, un commandement rigoureux, mais un commandement solidaire. C'est-à-dire tout le monde est dans la même caisse, si je puis dire, et ça crée des conditions d'amitié, de respect, de solidarité qui sont extrêmement importantes. J'imagine que tout ça est décuplé, évidemment, ces émotions que vous vivez ensemble à ces moments-là. Alors, vous avez vécu à bord d'un sous-marin d'ancienne génération, de type Daphné, on en parlait, et puis d'un SNLE, dernière génération. Quelles sont les sensations différentes, les souvenirs différents que vous avez quand on peut comparer un petit peu les deux? Parce que j'aimerais bien avoir votre expertise, votre diagnostic là-dessus. Alors, ce sont des expériences assez différentes, parce que les Daphné étaient des sous-marins qui dataient des années 50, donc qui ressemblaient plus à des U-boats de la Deuxième Guerre mondiale, dans lequel on vivait, alors là, extrêmement entassé. On n'avait pas d'eau, donc pas d'eau. Non, l'eau était une denrée précieuse, donc elle était réservée au repas, mais pas question de prendre de douche, donc ça donnait une atmosphère un peu virile après quelques jours de navigation. On pratiquait la bannette chaude, c'est-à-dire qu'on se relevait dans la même couchette les uns après les autres, avec son sac de couchage. Et quand on passait sur sous-marin nucléaire lanceur d'engins, là, c'était une autre dimension. Là, l'eau était à profusion, et puis c'était beaucoup plus important. On passait d'un bâtiment, les Daphné, qui faisait 800 tonnes, à un CDLE qui en faisait 9000, vous voyez, donc en revanche, l'équipage n'était pas sensiblement différent, puisqu'on était 75 sur les Daphné, on était 130 sur un SNLE. Donc oui, il y avait 10 fois le tonnage et 2 fois l'équipage. C'est impressionnant d'avoir cette expertise sur les deux, parce que effectivement, ça n'a rien à voir. Vous allez avoir différentes fonctions après vos commandements, et vous allez suivre le cycle de l'IHEDN, Institut des hautes études de la défense nationale. Ça, c'était en 2004, que vous arrivez à l'Élysée comme adjoint du chef d'état-major particulier de Jacques Chirac. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette expérience auprès du président Chirac? J'ai eu la chance de côtoyer 3 présidents, comme vous l'avez dit dans votre introduction. Le premier, c'était effectivement Jacques Chirac, qui était un président dont je raconte l'extrême bienveillance, et à la fois sa bienveillance vis-à-vis des militaires, mais son regard assez acéré sur les militaires, parce qu'il avait fait lui-même son service militaire en Algérie, donc en période de guerre, et il en gardait un jugement sur les hommes qui était extrêmement pointu. Alors je ne peux pas raconter tout ce qu'il nous disait, mais on voyait bien quand il jugeait assez vite et assez bien les gens qu'il rencontrait, y compris les militaires. Ah, de par sa propre expérience, ça lui donnait justement... Oui, bien sûr, sa propre expérience comptait. Il avait été un chef, donc il en avait gardé les qualités. Et c'est important quand on est un chef de connaître, à quelque niveau que ce soit, ça va du chef de section au chef d'état-major des armées, c'est important de connaître les forces et les limites de son équipe, et donc les forces et limites individuelles de bien évaluer de chaque personne, parce que vous pouvez demander à des gens de se sublimer au service pour le collectif, de sublimer leurs talents individuels, mais vous ne pouvez pas leur demander d'aller au-delà de ce qu'ils sont capables de faire. Donc il faut bien connaître, c'est toujours commander, à la limite, c'est à la fois
faire montre d'autorité, ça c'est la base, mais c'est susciter l'adhésion et c'est connaître parfaitement votre équipe. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, moi j'aime bien ce commandement solidaire qui reflète la connaissance mutuelle et qui inspire la confiance mutuelle, qui est essentielle dans l'art du commandement militaire. Alors promu contre-amiral, vous auriez pu partir comme commandant des forces armées aux Antilles. Vous suivez finalement en 2006 le général d'armée Georges Lain, votre chef à l'Élysée, et nouvellement promu chef d'état-major des armées pour devenir son chef de cabinet. Est-ce que c'est un poste qui va beaucoup vous apporter pour la suite de votre carrière? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? comme le précédent. Je m'aperçois que je n'ai pas tout à fait répondu à votre question précédente. Ce qui est assez impressionnant quand on sort de l'IHEDN et qu'on arrive à l'Élysée, c'est qu'on change totalement de monde. Ouais. On était dans un monde militaire qu'on dominait parfaitement. Qu'on connaît par cœur. Au bout de 30 ans de carrière ou 20 ans de carrière, on connaît parfaitement le monde militaire. Et quand on arrive à l'Élysée, on sort de sa zone de confort, en réalité. On est dans un autre monde qui est un monde tout aussi passionnant, qui a d'autres codes. Le monde politique, le monde diplomatique, le monde régalien, mais qui a d'autres codes. Et donc, cette expérience à l'Élysée de Jacques Chirac, ça a été pour moi la découverte d'un autre monde et la compréhension du fonctionnement intime de l'État. Et ça m'a beaucoup servi ensuite pour les fonctions que j'ai eues par la suite. Ce qui est... alors, ensuite, donc, comme vous l'avez dit, le général Georges Lain avait demandé à ce que je le suive comme chef de cabinet, donc adieu les Antilles et les flots bleus des Caraïbes. Et donc je me suis retrouvé dans le bureau adjacent au sien. Et c'est une expérience également intéressante parce que là encore, tout était basé sur la confiance. Confiance qu'avait le général en moi, parce qu'il me connaissait depuis 3 ans déjà, donc, et puis confiance que j'avais en lui en tant que chef militaire. Donc ça a été ce métier de chef de cabinet qui en réalité est le directeur de cabinet du chef d'état-major, c'est très enrichissant parce que à la fois vous voyez passer tous les dossiers, donc vous acquérez une connaissance intime du fonctionnement de toutes les armées, parce que c'est aussi la découverte. Alors j'étais déjà passé au cabinet de général Kelch, chef d'état-major des armées auparavant, donc je connaissais l'interarmée, mais là dans ce poste-là vous voyez le fonctionnement intime des armées, vous voyez leurs forces exceptionnelles dans le domaine des opérations, puis parfois vous voyez, je ne vais pas dire leur faiblesse, ça n'en est pas, mais en tout cas les côtés un peu moins positifs. Voilà, en particulier, je le raconte dans le livre, c'est une lutte permanente contre le surplus administratif qui a tendance à engorger les organes de décision. Je raconte comment il fallait gérer les dossiers apportés au chef d'état-major des armées pour qu'ils soient efficaces. Je raconte comment il fallait également se battre pour que les dossiers arrivent un peu moins parfaits mais à l'heure, parce que j'ai aussi vu arriver des dossiers vraiment absolument parfaits mais qui arrivaient en retard, donc qui ne servaient à rien. Donc c'est une sorte, le poste de chef de cabinet du SAMAT, c'est une sorte de tour de contrôle. Un poste, moi, qui m'a apporté beaucoup. Mais vous racontez évidemment tout ça dans le livre, allez-y, parce que c'est riche en anecdotes et en moments forts à nous raconter sur cette période. Vous êtes passé après 3 ans de chef de cabinet en 2009 par le poste des adjoints du chef d'état-major des armées, chargé des opérations, une sorte de consécration aussi. Alors c'était pour quelqu'un qui a fait des opérations toute sa vie, des opérations maritimes et sous-marines, mais des opérations toute sa vie, c'était une sorte de consécration. C'était là aussi une sortie de la zone de confort, parce que je me suis retrouvé à la tête des opérations interarmées de notre pays. Et mon premier voyage a été en Afghanistan, qui n'est pas un pays spécialement maritime. Mais je me suis aperçu assez rapidement que finalement, tout ce qu'on a fait dans une carrière auparavant, ces fonctions de chef, ces fonctions de commandement qu'on a eues, ça prépare très bien à ça. C'est-à-dire que l'environnement est pas le même, naturellement. On passe de la mer aux montagnes. La deuxième crise, c'était la Libye. Il y a eu aussi la Côte d'Ivoire et le changement de président un peu difficile entre Laurent Gbagbo et le président Ouattara. Donc, je me suis retrouvé dans des zones d'opération qui n'étaient pas celles de ma formation, mais qui s'abordent de manière assez facile. Parce qu'on regarde ça de manière stratégique, c'est-à-dire que
le poste de sous-chef d'état-major opération qui ne dépend que du chef d'état-major des armées, c'est son grand adjoint pour les opérations. Finalement, c'est la vision stratégique et c'est les ordres stratégiques à donner. Et l'une des difficultés d'ailleurs est que grâce au réseau d'informations qu'on a aujourd'hui, il faut en aucun cas, quand on est patron des opérations à Paris, essayer de se mettre à la place du rôle du chef de section sur le terrain. On pourrait tenter de l'être avec ces réseaux de transmission magnifiques aujourd'hui. On voit en temps réel ce qui se passe sur le terrain. On a parfois envie de dire mais non, un peu plus à gauche, un peu plus à droite. Il faut éviter de tomber dans ce piège qui serait mortifère, parce que seul l'homme sur le terrain sait ce qui s'y passe réellement et sans... Parce que c'est important de sentir les situations. Sans les situations. Qu'est-ce que vous avez retenu en quittant cette fonction par la suite ? J'ai vu des armées qui étaient complémentaires, des armées qui étaient très opérationnelles, des armées aux forces morales importantes. Je crois que le chef d'état-major des armées vous a dit il n'y a pas longtemps que la maîtrise de la force était une de nos qualités. Tout à fait. Et moi, je l'ai vécu de manière directe dans la crise de Côte d'Ivoire, où il ne fallait pas tomber devant les provocations des adversaires. Donc je crois qu'on a des armées qui sont formidables aujourd'hui, il faut en être conscient. C'est pas un cocorico que je fais, c'est un examen factuel de la réalité. On a des militaires dans toutes les armées, dans les services de soutien qui ont le mot servir chevillé au corps, et il faut être très fier de ces armées. En tout cas, moi je suis sorti avec une pêche d'enfer de ce poste de sous-chef absolu. Alors, lorsque vous êtes reçu par Gérard Longuet, ministre de la Défense, vous passez un oral qui se transforme par votre désignation au poste prestigieux de chef d'état-major de la Marine. Est-ce que vous y aviez déjà songé à ce poste ? Non, non, vraiment non. Moi j'ai mené ma carrière en marchant, comme je l'ai dit, et en profitant de l'instant, sans réfléchir à l'après. Alors bien sûr, on a toujours l'espoir qu'on sera reconnu, mais c'était vraiment pas un objectif. Quand j'étais sous-chef d'état-major opération, déjà extrêmement pris par les opérations. Ah oui, vous connaissez le centre de préparation et de conduite des opérations. Quand vous êtes sous-chef op, vous êtes le chef de ce CPCO, donc c'est un rythme permanent, il se passe toujours quelque chose dans le monde, donc c'est un rythme assez intense, donc j'étais déjà assez occupé sans avoir à me préoccuper de l'avenir. Ça a été une petite surprise parce que, en réalité, je n'étais jamais passé par l'état-major de la Marine. J'avais fait ma carrière dans la Marine, dans les forces. Oui. J'avais fait l'état-major des armées de manière très longue, mais je n'étais jamais passé par l'état-major de la Marine. Donc, je pensais que mes chances étaient assez modestes dans cette amicale compétition entre trois amiraux. Et finalement, j'ai été choisi, donc tant mieux, la carrière continuait. Quelles ont été justement vos plus grandes réalisations en tant que chef d'état-major de la Marine, les défis que vous avez pu rencontrer ? C'est un poste de chef d'état-major d'armée, c'est un poste important, mais c'est un poste qui demande à réfléchir dans l'instant, mais surtout à réfléchir dans le futur. C'est-à-dire parce que les décisions que finalement vous prenez ou que vous demandez au ministre des Armées de prendre, la plupart du temps, leur réalisation, ça sera 10 ans après ou 15 ans après. Donc on doit gérer l'immédiat, qui est de forger son armée, quand je dis forger, c'est pour l'amener aux meilleures capacités professionnelles et militaires, afin de mettre à disposition du CEMA des capacités opérationnelles. Donc ça passe par la gestion des ressources humaines, qui est un gros enjeu de tout temps, qu'il est encore plus aujourd'hui. C'est-à-dire comment recruter, comment fidéliser les gens dans votre armée. Ça passe par les capacités, donc les capacités, les équipements, les navires, etc. Ça passe par l'entraînement, puisque comme il faut délivrer des capacités opérationnelles au CEMA, il faut que les gens soient formés et entraînés. Donc c'est un poste qui est un peu multitâche, et puis avec une responsabilité qui est celle de la préparation de l'avenir, c'est-à-dire de laisser une armée qui soit opérationnelle aujourd'hui, mais qui sera opérationnelle dans les conditions des combats de demain. Nous, à mon époque,
on avait un défi supplémentaire qui était la phase de réduction des armées dans lesquelles on s'est trouvé depuis les années 2000 à peu près. Ça a même commencé juste après la fin de la guerre froide. Donc on était dans une phase de réduction d'effectifs et de capacités. Et il a fallu à cette époque-là réfléchir complètement les structures de nos armées pour à la fois les préparer au futur et puis pour absorber les capacités, les réductions de capacités qu'on nous demandait de faire. Pour la marine, je le raconte dans le livre, le livre blanc de 2013, mais c'était vrai dans toutes les armées, ça a été moins 20% d'effectifs et de capacités. Donc on ne pouvait pas continuer avec le modèle d'avant. Donc il a fallu réfléchir out of the box, comme disent les anglo-saxons, en dehors de la boîte, pour arriver à restructurer les armées, à restructurer la gestion des ressources humaines, parce qu'un bateau de 2030, c'est pas un bateau de 2000 ou de 2010, ouais. C'est plus du tout les mêmes spécialités. On passe d'engins qui sont plutôt mécaniques à des engins qui sont plutôt numériques. Donc il a fallu changer tout cela, et ça a été une époque passionnante parce que ça obligeait à repenser toutes les ressources humaines dans le but de fidéliser les gens. Donc on est passé à une gestion, dans la marine en tout cas, beaucoup plus individualisée qu'elle n'était par le passé. On a mis en place un système de concertation qui correspondait à l'époque et non pas à l'époque d'avant. Ouais. Donc en se mettant un commandement beaucoup plus à l'écoute des gens qui n'étaient probablement auparavant. Et puis on a préparé les capacités de l'avenir tout en essayant de faire au mieux pour les capacités de l'époque. Donc ça a été une époque passionnante. On l'a vécu sous des contraintes importantes, mais finalement, ces contraintes, c'est ce qui nous a obligés à bouger. Ouais, donc moi, comme je suis un éternel optimiste, je me dis, finalement, ça a été un mal pour un bien. J'ai envie de vous demander, alors comme il s'agit d'anticiper, d'avoir la vision pour le futur, comment justement vous voyez l'avenir de la Marine nationale? Comment vous imaginez le futur? L'avenir de la Marine nationale ne peut pas être détaché du changement de paradigme stratégique que vous connaissez et qui est marqué par le retour des stratégies de puissance au détriment du multilatéralisme, aux politiques du fait accompli au détriment du dialogue, mais aussi et ça, donc on revient, c'est ce que le CEMA appelle la guerre de haute intensité, on revient dans des schémas beaucoup plus liés à l'affrontement frontal plutôt qu'à la gestion d'opérations extérieures. Donc il faut s'y préparer. Ouais. Pour la marine en particulier, on observe un réarmement naval partout dans le monde. On voit une marine chinoise qui est en train d'exploser en nombre et en qualité, mais ce n'est pas la seule. Toutes les marines de l'espace Indo-Pacifique, du coup, suivent la même trajectoire que la Chine, et on voit que seules les marines françaises et britanniques subsistent aujourd'hui dans le classement, le top 8, si je peux dire, des marines mondiales en tonnage. Mais ce n'est pas seulement vrai dans l'espace Indo-Pacifique. On voit en Méditerranée des marines comme la Turquie, comme l'Égypte, comme l'Algérie monter en gamme. Ouais. Puis le retour d'une conflictualité possible avec la Russie qui réactive des théâtres stratégiques maritimes qu'on croyait endormis, comme l'Atlantique Nord, comme la Baltique, comme la mer Noire, évidemment. Donc on va vers une période de turbulence avec deux phénomènes supplémentaires qui sont ce que j'appelle la conflictualisation des espaces communs. Les espaces communs, c'est les artères vitales de nos sociétés mondialisées, c'est les espaces exo-atmosphériques, c'est la mer, c'est le cyber, etc. Donc on voit que ces espaces qui avaient été créés comme des espaces de liberté pour pouvoir échanger les biens et les données, ils sont en train aussi de se conflictualiser. Et puis il y a les stratégies hybrides qui viennent couronner le tout. Donc on voit qu'on est dans un spectre d'emploi. On est passé en quelques années d'un spectre d'emploi qui était plutôt un spectre d'emploi expéditionnaire, en tout cas pour les forces conventionnelles, et puis un spectre d'emploi aujourd'hui qui est beaucoup plus dur, en tout cas qui a des chances d'être beaucoup plus dur, et puis un peu multicarte, si vous voulez. Donc c'est à ça qu'il fallait préparer la marine. C'est ce qu'on a fait dans ces années-là, en se projetant dans l'avenir. Ouais. La lisibilité de l'avenir n'est pas très facile, mais en tout cas on voyait déjà tout ce que je viens de vous dire, on le voyait déjà
le premier signal ayant été double, c'était l'annexion pure et simple de la Crimée par la Russie en 2014. On a toujours tendance à dire c'est 2022 le début de l'histoire. Non, bien avant. Rappelons-nous, c'est plutôt dans les années 2010-2014 où on voyait cette annexion de la Crimée par la Russie, mais on voyait aussi la politique du fait accompli par la Chine dans les mers de Chine avec la prise des différents îlots, Spratly, Paracel, etc. et leur transformation en base avancée. On avait quand même des signaux disant que le paradigme stratégique issu de la guerre froide était en train de s'écrouler et qu'on allait vers un autre monde. Et en fait, c'est ça qu'on a essayé de faire, humblement et modestement, mais c'est de préparer les armées à ces guerres du futur, pas ces guerres, ces affrontements. Voilà. Vous savez que le SEMA a fort justement transformé le triptyque paix, crise, guerre en contestation, confrontation et affrontement. Je crois qu'il a raison. On voit bien, d'ailleurs, il n'y a plus de déclaration de guerre aujourd'hui. On est dans quelque chose qui est beaucoup plus diffus, mais qui peut monter rapidement aux extrêmes. C'est ça. Alors, vous quittez vos fonctions à Toulon, au son des tirs au canon de marine, comme le veut la tradition, avec l'idée de rejoindre vos terres bretonnes. Et là, le chef d'état-major particulier du président Hollande vous téléphone. Comment tout s'enchaîne après? D'abord, c'était une surprise totale. C'est vrai. Oui, c'est totalement vrai. Et j'en veux pour preuve que le fait que j'avais déjà déménagé vers ma résidence de repli pour prendre une retraite bien méritée, je l'estimais en tout cas, et donc tous mes meubles étaient à Brest. Et effectivement, j'ai eu un appel du général Puga, qui était le chef d'état-major particulier du président Hollande, qui m'a dit: le président songe à toi pour me remplacer. Alors là, je suis tombé des nues parce que c'était pas la tradition. D'habitude, on était chef d'état-major particulier avant d'être chef d'état-major d'une armée ou des armées. Oui. Et là, c'était l'inverse qui se passait. Finalement, on me demandait d'être chef d'état-major particulier après. Donc, pour être très franc, j'ai beaucoup hésité en me disant: est-ce que c'est vraiment une bonne idée d'aller à l'EMP après avoir été chef d'état-major? Et puis, cette hésitation a été vite vaincue lors de mon entretien avec François Hollande, et on ne peut pas dire non à un président de la République, donc je suis allé à l'Élysée. Vous êtes retourné à l'Élysée, qui ne dort jamais, il y a du monde. Et quelles sont justement les missions confiées au chef d'état-major particulier, alors, pour qu'on puisse bien comprendre? Alors, c'est une fonction qui n'est pas très connue, en réalité. C'est une fonction qui a été voulue par le général de Gaulle, qui voulait avoir à ses côtés un état-major, je ne vais pas dire indépendant, parce qu'il ne l'est pas. Il est en relation constante avec le chef d'état-major des armées et le ministre des armées. Mais en tout cas, il voulait avoir un conseiller à lui. Donc le rôle du chef d'état-major particulier, c'est d'être le conseiller stratégique. Alors c'est un binôme qu'on forme avec le conseiller diplomatique, mais le conseiller stratégique du président. Alors il est aussi, il ne faut pas l'oublier, tête de chaîne de la dissuasion, c'est-à-dire que c'est le conseiller principal pour la dissuasion du président de la République, qui est... Vous voyez, avec la succession des chefs d'état-major particuliers, que ce n'est pas forcément un marin ou un aviateur qui est dans ce poste. Il y a aussi des gens de l'armée de terre, ce qui prouve que la dissuasion doit intéresser tout le monde. Donc il est tête de chaîne de la dissuasion, il est conseiller stratégique du président, et puis il a deux fonctions que j'ai essayé de décrire, qui est celle de traducteur militaro-politique, c'est-à-dire de traduire le langage militaire qui est parfois abscon en termes français compréhensibles par les politiques, et à l'inverse, de traduire les directives politiques en langage militaire. Donc ce rôle de traducteur, il existe. Il y a aussi le CEMP, c'est l'homme qui demande du temps au président avant de prendre une décision militaire. On est aujourd'hui dans ce que j'appelle l'âge de l'impatience, c'est-à-dire que nos sociétés occidentales sont très court-termistes, il faut aller très vite. Ça, c'est le développement des réseaux sociaux et de ces magnifiques engins que sont les téléphones portables. Donc tout doit aller très vite. C'est l'âge de l'impatience. Donc on est souvent guidé par l'émotion dans cet âge de l'impatience, parce que
cet âge de la patience, il a deux défauts. D'abord, aller très très vite, c'est bien, mais parfois il faut quand même ralentir un peu pour savoir exactement ce qui se passe. Et puis deuxièmement, les réseaux sociaux et autres sont très favorables à la manipulation de l'information. Donc il y a une demande importante de vérification de l'information. Et si elle est vraie, de la remettre dans la globalité de la situation, parce qu'aujourd'hui, les crises se déclenchent souvent par l'intermédiaire d'une photo qui est prise, qui déclenche beaucoup d'émotions, mais la photo, elle ne reflète qu'une petite partie de la vérité. Donc ce rôle du chef d'état-major particulier, qui est de demander du temps, il est tout à fait important. Et puis il y a une dernière chose. Je pourrais vous faire une liste à l'après-vert de toutes les responsabilités du CEMP, l'exportation d'armement, la participation des armées aux crises intérieures ou aux événements climatiques, comme l'ouragan Irma que je raconte dans le livre. Mais c'est surtout aussi sa participation, son action importante avec le secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale dans la conduite des conseils de défense. Ces conseils de défense, ils sont passés le lendemain de mon arrivée à l'Élysée d'un rythme qui était à peu près trimestriel à un rythme hebdomadaire. Donc ça a demandé pas mal d'investissements. J'en ai fait un certain nombre du coup. Mais ce conseil de défense, c'est un conseil pour les auditeurs qui ne maîtriseraient pas tout à fait ce langage. C'est un conseil qui se réunit sous l'autorité du président de la République avec le Premier ministre, les ministres régaliens, pour faire court, c'est-à-dire le ministre de l'Intérieur, le ministre des Armées, le ministre des Affaires étrangères, parfois celui de la Justice, souvent celui des Finances et du Budget. Mais il réunit également le chef d'état-major des armées, le CEMP, le chef d'état-major particulier, les directeurs de services de renseignement. Donc, et tout ça traite à la fois des opérations extérieures, des opérations intérieures, donc la lutte contre le terrorisme. Ouais. D'ailleurs, dans ce conseil, j'allais l'oublier, il y a également le coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme. Oui. Et puis, désormais, traite des affaires de souveraineté qui sont extrêmement importantes, l'espace, les caps sous-marins, le cyber, enfin, etc. etc. Donc c'est un poste qui est très prenant. Oui. C'est un poste où on dort peu et on a peu de vacances, mais c'est un poste qui est passionnant, parce que comme un chef d'état-major particulier, ça rencontre le président de la République plusieurs fois par jour, ouais. Et en particulier pour tous les appels internationaux. Donc ça permet d'avoir une vision stratégique mondiale extrêmement pointue. Justement, j'ai une question peut-être un petit peu difficile, parce que vous avez géré de nombreuses crises pendant cette période. Il y a plus de 200 conseils restreints de défense. C'est pas facile de choisir, mais est-ce que vous avez peut-être un moment particulier, marquant, dans toutes ces gestions de crise? Il y a d'abord celui qui touche le plus, qui est les hommages nationaux à nos camarades disparus. On a eu un certain nombre d'événements. Rappelez-vous les deux commandos marines qui ont laissé leur vie dans une libération d'otages, nos 10 camarades nos camarades de l'armée de terre qui sont tombés dans le crash d'hélicoptère en 2019. Donc ça, c'est des moments intenses, parce que on s'y prépare, bien sûr, à cette relation avec la mort. Ça fait partie de notre métier. Mais il faut bien dire que la mort s'est un peu éloignée de la vie quotidienne de nos sociétés. On arrive presque aujourd'hui, dans nos sociétés occidentales, à ne plus admettre la mort et à trouver que la mort est un événement anormal. Donc se retrouver devant des camarades disparus, les cercueils de nos camarades disparus, parler avec leur famille, ce sont des moments d'émotion intense où on se ressente sur notre cœur de métier, qui est celui que j'évoquais au début de notre entretien, qui est le servir. Ouais. Servir au risque de sa vie. Et ça, ce sont des moments qui sont extrêmement intenses et riches en émotions et en réflexions. On a parlé du président Chirac, du président Hollande, qui ne s'est plus représenté, et vous attendez les élections. Vous êtes à votre demande le premier à rencontrer le président Macron après le protocole d'investiture pour lui transmettre les responsabilités nucléaires. Est-ce que c'est un moment qui est particulier, celui-ci? Parce qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de celui-ci. Je ne m'étendrai pas, oui. Vous comprendrez bien sur le côté technique. Oui. Mais non, c'est un moment important, parce que là aussi, quand j'entends dire que les militaires ne sont pas assez présents dans le système de décision, qui est absolument faux. En fait, des militaires, il y en a partout.
on est un rare pays au monde où le président est accompagné en permanence d'un officier général 5 étoiles, son chef d'état-major particulier. On a un chef de cabinet militaire auprès du Premier ministre, auprès du ministre des Armées. On a un général 4 étoiles au secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale. Donc en réalité, les militaires sont partout. Donc cet événement, qui est finalement la première prise de contact du président en tant que chef des armées avec un haut gradé, si je puis dire, de la défense, il est important. Moi, j'ai trouvé un président qui était... D'abord, on amène la responsabilité nucléaire, c'est pas rien. Ah oui. Donc, mais j'ai pas vu, comme je raconte dans le livre, j'ai pas vu ses épaules se voûter et son dos s'affaisser. Il a pris ça, je pense qu'il s'était préparé... avec beaucoup de détermination et beaucoup d'efficacité à ces fonctions qu'il allait prendre. En tout cas, j'ai trouvé un homme qui était parfaitement préparé, qui avait beaucoup réfléchi sur ses responsabilités de chef des armées. Donc, c'est là où, d'ailleurs je le raconte dans le livre, où je lui ai dit, mais moi vous me gardez si vous le souhaitez, sinon je pars, parce que je pense que cette relation de confiance que j'ai eue avec François Hollande, cette relation de confiance, elle est essentielle. C'est-à-dire, on parle là de sujets qui engagent la sécurité de nos compatriotes, qui engagent l'avenir de notre nation, donc il est essentiel que le chef d'état-major particulier ait une relation de confiance avec totale, le président de la République. Ouais. Totale avec le président de la République. Ouais. Donc il m'a dit tout de suite, non, je vous garde, il m'a dit d'ailleurs, je vous garde pour 1 an, en réalité il m'a gardé 3 ans. Ouais. Donc c'est quelque chose qui est important, et cette relation de confiance qui vient en complément de la relation de confiance que le chef d'état-major des armées a avec le président pour les opérations. Encore une fois, c'est pas des postes concurrents, c'est des postes complémentaires. Ces postes de CEMA et de CEMP, c'est tout à fait important. Et donc ça prouve bien que un président de la République, quel qu'il soit, il est au contact des forces armées en permanence. Non seulement parce qu'il est chef des armées, mais qu'il a ses plus hauts représentants auprès de lui en permanence. Le CEMA, il le voit toutes les semaines au Conseil de défense. Donc c'est quand j'entends dire les militaires sont absents, ça me fait légèrement sourire. C'est peut-être une de mes dernières questions, parce qu'on a analysé un petit peu rapidement, évidemment tout est dans le livre, une fois de plus, un marin à l'Élysée, votre relation de confiance avec Jacques Chirac, avec François Hollande et avec le président Macron. Quel est le bilan que vous tirez de ces 3 années avec le président à cette fonction ? D'abord, c'est un bilan encore une fois d'une relation de confiance qui ne s'est jamais démentie. Et ça, c'est important. Encore une fois, pour les raisons que je viens d'évoquer, c'est aussi la fin depuis 2017, la fin de l'érosion des capacités et la prise en compte de ce nouveau paradigme stratégique que j'ai décrit tout à l'heure, qui est en train de se réaliser. Donc on a eu depuis 2017 2 lois de programmation militaire que vous a expliqué le CEMA il n'y a pas très longtemps. 2 lois de programmation militaire qui... ont arrêté l'érosion de nos armées, mais non seulement ont arrêté l'érosion de nos armées, mais les ont renforcées. Alors, pas encore en format, mais en termes de capacité à aborder la nouvelle période stratégique, je crois qu'on a fait d'énormes progrès. Alors, quand vous quittez vos fonctions le 1er août 2020, le président, est-ce qu'il vous laisse partir facilement ? On a envie de savoir. J'ai envie de garder ça pour moi, mais non, enfin, oui et non. Je pense qu'il d'abord, il était temps pour moi, après 9 ans de 5 étoiles, de quitter le navire, si je peux dire. C'est pas facile, hein. C'est d'autant moins facile que je l'ai fait après la première crise Covid. Donc, je devais partir au milieu de la crise Covid. Et là, le président m'a dit non, vous pouvez pas partir maintenant. Je lui ai dit, je comprends, et bien sûr, je reste. On ne quitte pas le navire alors qu'il y a une situation de crise ou de tempête. Donc, je suis parti entre les deux. C'est une rupture qui est pas facile, parce que c'est une rupture d'abord de votre vie militaire. C'est ensuite, on quitte quelqu'un avec qui on avait des relations d'extrême confiance. Mais là aussi, il faut laisser la place aux plus jeunes, et c'est aussi important de savoir partir. Vouloir rester, c'est bien. Savoir partir, c'est bien aussi. Amiral, on arrive à la fin de cet entretien. Ça s'appelle Un marin à l'Élysée. C'est tout simplement passionnant. Il y a 340 pages, on aimerait qu'il y en ait plus. Tant c'est riche en anecdotes savoureuses. Grâce à votre conseil, je vais songer au tome 2. Ah bah très bien. Bah voilà, si on est à l'origine du tome 2, on est très très content. C'était un plaisir vraiment de vous recevoir et de partager cette histoire avec nous sur Skyrock pour les militaires. On l'a rappelé en
début d'interview. En plus, vous étiez important dans la création de Skyrock PLM, donc c'était vraiment un honneur de vous recevoir. Allez évidemment lire et vous procurer un marin à l'Elysée. Merci beaucoup pour ce partage, amiral. Je vous en prie. À bientôt.